Bienvenue à cette représentation préenregistrée sur l'aromathérapie. Si au courant de la représentation vous avez des questions, vous pouvez soit me les faire parvenir à l'adresse courriel mentionnée ou les partager avec la personne qui vous a dirigé à cette représentation. Bon visionnement. Je me nomme Carole Boudreau et je suis une praticienne de la santé en médecine douce depuis janvier 2006. Depuis l'âge de 36 ans, le seul concept de récupération de la santé que je connaissais était de courir sur le médecin de médecine traditionnelle à chaque fois qu'un petit bobo apparaissait. Je me voyais sombrer de plus en plus dans la maladie et à chaque visite chez le médecin, je me retrouvais avec une autre prescription à mon arsenal. À ce temps, je souffrais d'allergie, une pilule, de maux d'estomac, deuxième pilule, d'hypertension, troisième pilule, et le docteur mentionnait que je devrais aussi prendre quelque chose pour faire baisser le cholestérol. Je me voyais décliner dans la même direction que ma mère, qui à ce temps prenait plus de 10 médicaments par jour et je ne voulais en aucun cas suivre ce protocole. Alors j'ai décidé d'ouvrir mon esprit et d'aller de l'avant avec la médecine douce. À ce jour, je suis remplie de gratitude d'avoir choisi cette méthode. En plus d'être praticienne de la santé, je suis aussi certifiée en aromathérapie. Je travaille avec les huiles essentielles depuis 2007. Je tiens à vous informer que dans cette représentation, je dois condenser un cours d'aromathérapie, dont plusieurs heures d'études, plusieurs années d'expérience avec les huiles essentielles, plusieurs bons livres que j'ai lus à ce sujet et dont l'un que j'ai écrit moi-même pour mes amis francophones, dont je mentionnerai plus tard dans la représentation. Alors, dans cette représentation, je vais plutôt vous initier aux huiles essentielles en piquant votre curiosité, espérant que vous pourrez découvrir par vous-même ce que l'aromathérapie pourrait vous apporter. J'aimerais aussi faire comprendre que l'aromathérapie est une méthode holistique de traitement dont le but est d'harmoniser l'âme, le corps et l'esprit, en les revitalisant avec ce concentré d'énergie vitale et solaire qui représente l'huile essentielle d'une plante. Il serait aussi important de savoir que les huiles essentielles sont des agents vivants d'activation métabolique et non des agents d'inhibition comme les médicaments qui cherchent à s'opposer aux symptômes. Avec toute représentation, il est important de commencer par le commencement. Et ici, je parle d'historique de l'aromathérapie. Du commencement jusqu'à aujourd'hui. Nous allons aussi parler de l'aspect physique et chimique de celle-ci, les méthodes d'extraction, les molécules aromatiques, que veut-on dire par thérapeutique, et comment utiliser les huiles essentielles et bien sûr la conclusion. Je me souviens, étant très jeune, je me promenais dans les bois avec ma grand-mère. Elle était institutrice, alors pour elle, il était très facile de me conter les plus belles histoires que chaque plante représentait pour elle. C'était fascinant. Chaque plante avait sa place. Elle me disait qu'une herbe, appelée herbe à puce, avait non loin d'elle une autre plante qui, à son tour, pouvait enlever la démangeaison que l'herbe à puce avait occasionnée. Elle me faisait goûter des petites feuilles et des repousses d'un autre buisson, toujours en m'expliquant leurs bienfaits. Et l'arôme, que ça sentait bon! Les arbres à épines, les buissons fleuris et les fleurs écrasées entre nos doigts. Je crois que j'ai trouvé, avec ces marches dans le bois, ma passion d'en savoir davantage. Il n'existe pas de thérapeutique plus ancienne que la phytothérapie, qui veut dire soigner avec les plantes, puis l'aromathérapie, dont on a la preuve de son existence au Pakistan il y a plus de 7000 ans avec la découverte d'un alambic en terre cuite. À cette époque, l'Inde se servait d'eau aromatisée et de parfums pour soigner le corps et l'esprit. La médecine ayurvédique, science de la vie et de la longévité, était alors en pleine expansion. Bouddha, selon la légende, avait envoyé des messagers dans tous les pays pour intégrer cette médecine dans les traditions locales. On a des preuves qu'en Chine, il y a 5500 ans, de même qu'en Égypte, il y a 5000 ans, on savait distiller les plantes aromatiques. L'histoire de l'utilisation des plantes aromatiques à visée thérapeutique remonte à la préhistoire en Chine. Il y a plus de 4000 ans, sous la dynastie de Shang, la médecine se partageait entre les guérisseurs spirituels et les praticiens des plantes. Plus tard, sous Confucius, vers 500 ans avant Jésus-Christ, les deux pratiques se sont mélangées. Un sage nommé Sheng Wung étudiait l'agriculture et les plantes. On raconte qu'il s'empoisonnait 70 fois par jour et trouvait aussitôt le remède dans ces plantes.
De nombreuses gravures le représentent, car il est considéré comme le fondateur de la médecine chinoise par les plantes et l'acupuncture. Pour avoir spécifiquement un traité sur les plantes médicinales, il a fallu attendre la dynastie Han de 206 ans avant Jésus-Christ à 220 ans après Jésus-Christ. On a retrouvé un traité médical sur rouleau de soie dans un tombeau datant de cette époque, qui fait état de 240 plantes médicinales. Datant de la même dynastie, le Shang Hang Lun est une compilation détaillée de 850 plantes médicinales et remèdes qui font toujours autorité aujourd'hui. Quant aux Égyptiens, à cette époque, ils réussissaient à anesthésier avec des préparations vineuses de plantes aromatiques. C'est en Égypte aussi que l'on pratiquait l'embaumement des corps avec des extraits aromatiques de plantes. Hérodote, historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, nous a relaté les étapes. Après éviscération, les corps étaient purifiés à l'huile de palme, puis remplis d'aromates broyés, essentiellement de la cannelle, de la myrrhe, du basilic et de l'essence de cèdre avant d'être recousus. Les huiles aromatisées servaient au massage de toutes sortes. Des fumigations étaient de pratique courante dans un but de désinfection. Le produit utilisé s'appelait kifi, mélange d'une soixantaine de plantes aromatiques. Vers 2700 ans avant Jésus-Christ, Imhotep, grand prêtre du premier empire des pharaons et médecin enseignant, nous a laissé des recettes reprises dans des écrits grecs. Plus tard, avec la construction des pyramides, on aura des hiéroglyphiques pour déterminer l'usage des onguents et vins médicinaux aux essences de plantes. Le docteur Franchomme cite les Perses comme inventeurs de la distillation proprement dite il y a environ 3000 ans. La Bible nous relate de nombreux exemples d'utilisation des plantes aromatiques, en particulier pour les offices religieux, mais aussi dans la guérison de certaines maladies dont la lèpre. L'encens y est aussi présent car sa fumée sert à élever les prières vers le ciel, associant l'homme au divin, le fini à l'infini. De même pour le tabac chez les Amérindiens ou le copal chez les Mayas, et comme la fumée du bûcher funéraire qui emporte l'âme du défunt. En Inde, l'encens, qui appartient à l'élément air, est la conscience partout présente qui aide à la méditation. En Amérique centrale, il est lié au rite de fécondation par sa sève qui représente le sang donné à l'homme par l'arbre de la vie. L'usage que les Hébreux faisaient des plantes aromatiques était surtout à visée religieuse selon la Bible. Citons le grain de sénévé ou moutarde. Enfin, les Grecs, dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, ont beaucoup écrit sur les plantes aromatiques. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, lutta contre une épidémie de peste noire à Athènes en faisant brûler des plantes aromatiques dont la lavande, du romarin, de l'hysope et de la sarriette. Sa première maxime était « se garder de nuire avant tout ». Citons aussi Dioscoride, médecin du 1er siècle de notre ère, qui a étudié à fond l'oignon dont les propriétés diurétiques, toniques, anti-infectieuses et aphrodisiaques sont maintenant démontrées. Il rédige un ouvrage de phytothérapie qui est resté une référence jusqu'au Moyen Âge. À cette époque, les Arabes utilisaient beaucoup de produits extraits des essences de plantes, car ils ont développé et créé l'alchimie et les techniques de distillation. En outre, Avicenne ou Ibn Sina, médecin et philosophe iranien du Xe siècle, a produit une huile essentielle pure, Rosa centifolia. Les croisades ont apporté en Europe les connaissances de l'alchimie et dont la distillation. Au XVIIe siècle, les huiles essentielles sont devenues d'usage courant pour les médecins. Vers l'an 1600 est fabriquée l'eau de mélisse de Carme, eau florale qui est toujours utilisée aujourd'hui. Avec le développement de la médecine allopathique et l'essor extraordinaire de la chimie et de la biochimie, ainsi que la découverte des antibiotiques, les huiles essentielles ont été pratiquement abandonnées dans la pharmacopée moderne. Or, on observe un renouveau dans l'intérêt pour les médecines non agressives, en particulier pour les huiles essentielles, à cause des effets délétères dus aux excès de la médication.
Par exemple, l'antibiotique abusive, qui entraîne l'apparition de souches résistantes posant un problème grave en salle d'opération, la vaccination généralisée qui entraîne une baisse générale de l'immunité naturelle, la prise exagérée ou sans contrôle des produits chimiques dont on ne connaît pas les effets secondaires à long terme, etc., etc. Tous ces facteurs ont amené une prise de conscience des consommateurs qui désirent, en plus de la santé, une qualité de vie et un prolongement de la jeunesse. Dès 1887, les travaux de Chamberlain en France innovent une période riche en résultats spectaculaires sur les qualités des huiles essentielles, travaux qui sont publiés dans les Annales de l'Institut Pasteur. Le grand précurseur et chercheur, le docteur René Maurice Gattefossé, publie ses découvertes dans un livre. Notons que c'est lui qui a créé le terme d'aromathérapie en 1928. Le professeur Binet, ancien doyen de la faculté de médecine de Paris, a fait beaucoup pour cette science. Puis, en 1964, le docteur Jean Valnet publie la première édition de son livre qui fait autorité en la matière, l'aromathérapie, traitement des maladies par les essences des plantes. La dernière édition date de 1990. Il s'inscrivait dans le mouvement, dès les années 1970, qui prônait une collaboration avec la nature dans tous les domaines de la vie. Un autre partisan des soins par les plantes, le docteur Decaux, a travaillé la biochimie et a mis en évidence, selon la méthode scientifique, les propriétés hormones-like des huiles essentielles, en particulier de certaines plantes comme le lierre, les cônes de houblon, le cerfeuil, le persil, le nénuphar, le saule, la rose trémière, la tulipe et les trèfles. Il appelle ces plantes des hormones végétales pour leur qualité d'hormones sexuelles. Il a publié un article en 1961 où il écrivait « On a pu confirmer que l'essence pour les plantes est à comparer aux hormones des glandes endocrines. » Enfin, un ouvrage de référence sur le sujet a été réalisé par 3 chercheurs, les docteurs Pierre Franchomme, Roger Jollois et Daniel Pénoël. Ils ont publié l'aromathérapie exactement, encyclopédie de l'utilisation thérapeutique des extraits aromatiques, qui est un ouvrage majeur sur le sujet, fruit de longues années de recherche en biologie, biochimie et thérapeutique. Plusieurs chercheurs continuent cette étude, citons entre autres le docteur Achiri, biotechnologiste. Il n'y a pas de médication plus ancienne que la phytothérapie et l'aromathérapie. Elles ont depuis très longtemps fait leurs preuves et par l'apport de l'analyse chimique et biochimique qui démontre leurs efficacités, elles redeviennent une science moderne. Les huiles essentielles possèdent des propriétés antiseptiques et antimicrobiennes, antitoxiques, hormonales et un pouvoir cicatrisant allié à une puissance action énergétique, maintenant démontrée. Elles permettent de faire un traitement du terrain et donc la prévention, car tout traitement par les plantes nous donne, outre son action spécifique, un peu de l'énergie vitale de la plante. Dans le passé, environ 50 ans, chaque région possédait son herboriste, son guérisseur ou son pharmacien qui connaissait et utilisait les plantes locales dans sa pratique quotidienne. Ces pratiques étaient normalement transmises de génération en génération. Aujourd'hui, nous avons une entrée sur le marché de plantes venant de tous les pays, avec souvent une qualité contrôlée à discuter. On peut voir la même plante donner différents effets thérapeutiques. Les huiles essentielles sont vendues partout, à différents prix, et souvent vendues par des gens qui ne comprennent pas leur puissance et qui peut entraîner des mauvais résultats au lieu du soulagement recherché. Commençons par déterminer ce qu'est une plante aromatique, les différences entre l'essence, l'huile essentielle et l'hydrolat aromatique, pour ensuite étudier la molécule aromatique. La plante aromatique est une plante qui contient suffisamment de molécules aromatiques pour dégager un parfum caractéristique, que son arôme provienne de structures glandulaires situées dans les feuilles, les fleurs, l'écorce, les fruits ou la tige. Il existe près de 800 000 espèces de plantes.
mais certaines ne possèdent pas suffisamment de cellules sécrétives pour être considérées comme des plantes aromatiques. L'essence d'une plante est la substance aromatique naturelle produite par les cellules sécrétrices des glandes aromatiques. Elle est stockée dans ces sacs odorants. Ils diffèrent en forme et en contenu selon leurs emplacements sur la plante, soit dans la tige, feuilles, bourgeons, fleurs, fruits ou graines, racines, mais conservent un air de famille pour une même plante. Par exemple, l'oranger bigaradier, l'essence de ses feuilles contient des esters antispasmodiques, celle de son zeste est calmante et ses fleurs sont riches en alcool neurotonique. L'essence est très volatile et se détériore très vite sous l'action oxydante de l'air et sous l'action du rayonnement solaire, en particulier les ultraviolettes. L'huile essentielle est le résultat de l'extraction de l'essence d'une plante par distillation. L'huile essentielle et l'essence sont deux choses différentes. L'extraction de l'huile essentielle a pour but d'obtenir un produit qui se rapproche le plus possible de l'essence en la dénaturant le moins possible. C'est une méthode mise au point pour conserver les plantes de leur pouvoir thérapeutique sans être obligé de se servir d'une plante fraîchement cueillie. Notez que l'huile essentielle n'est pas un produit gras. L'hydrolat aromatique est l'un des deux produits de la distillation avec l'huile essentielle qui est recueillie à la sortie de l'alambic. C'est de l'eau distillée qui a entraîné avec elle un peu de l'essence de la plante, environ 5%. On peut s'en servir quand on recherche des doses très faibles de l'essence ou bien le repasser dans l'alambic pour en extraire encore de l'essence de la plante. Il existe deux familles d'essences, les terpénoïdes et les phénylpropanoïdes. Ce sont elles qui sont responsables de l'activité thérapeutique, mais pour une action optimale, elles ont besoin du complément environnemental de la plante, c'est-à-dire de l'huile essentielle au complet, qui potentialise ses effets grâce à son apport énergétique et actif. Des deux familles, on va y retrouver des molécules différentes. De la famille des terpénoïdes, nous retrouvons les phénols, les alcools, les terpènes aromatiques, les oxydes, les cétones, les esters, les aldéhydes et les acides. Dans la famille des phénylpropanoïdes, nous retrouvons les acides aromatiques, les phénols et les coumarins. L'élaboration des molécules aromatiques dépend entièrement du rayonnement solaire et, selon la prédominance d'une ou plusieurs longueurs d'onde, on obtient des molécules différentes. Chaque étape de la synthèse de ces molécules est sous la dépendance d'enzymes dont l'activation dépend des facteurs endogènes, comme les chromosomes, ou, et surtout, exogènes, le sol, l'air, etc. Une huile essentielle est composée de plus de 300 molécules différentes, mais il y a toujours une, deux ou trois qui sont prédominantes en quantité et qui vont conférer à la plante dont elle est extraite son activité et son action physiologique. La composition des huiles essentielles ne peut être changée. De nombreux facteurs peuvent influencer la sécrétion de l'essence par la plante, comme le sol, le climat, et d'autre part le mode de récolte, de stockage, d'extraction et la conservation des huiles. Ce qui nous amène à considérer une subdivision des essences d'une même espèce de plante, les chémotypes. À cause des facteurs exogènes extérieurs comme le sol, l'air, etc., une plante peut avoir plus d'un chémotype, dont en voici quelques-uns. La nature du sol, sa teneur en ions métalliques en particulier, le climat, l'ensoleillement, les longueurs d'onde qui prédominent, soit ce soit des infrarouges au bord de la mer ou des ultraviolettes en haute altitude, le moment de la cueillette dans la journée, la saison et la maturité des plantes. Un exemple de la famille du thym comporte une cinquantaine d'espèces. Nous allons prendre comme exemple le thym vulgaire. Dans la région de la Côte d'Azur de France, en France, au bord de la mer Méditerranée, le thym vulgaire dégage une forte odeur caractéristique due à un composé phénol dans son essence.
Sur le sol plus sec que de l'arrière-pays, il y a une odeur qui se rapproche à celle de la sarriette. En Haute-Provence, au sud de la France, des régions montagneuses, son arôme rappelle celui de la lavande, dont un peu plus doux. Dans le Haut-Languedoc, où le climat est plus continental, son parfum épicé se rapproche de celui de la marjolaine des jardins. Dans la région des Corbières, dont le sol aride produit des vignes aux cépages réputés, son arôme rappelle le poivre. En Espagne, il y en existe deux variétés, l'une sans l'Eucalyptus officinal et l'autre la verveine citronnée. Dans tous ces lieux, la plante étudiée est strictement la même, fleurs et feuilles identiques, classification botanique identique. Une étude chimique des huiles essentielles de ces teints vulgaires a été faite systématiquement en laboratoire. On utilise la chromatographie pour séparer les molécules aromatiques. Cette méthode permet de dresser une carte d'identité de l'huile essentielle qui donne ses composants et leurs quantités respectives. On a découvert de grandes différences entre les huiles essentielles des teints vulgaires étudiés, mais tous les composants y sont identiques. Seules les proportions de molécules aromatiques diffèrent. Dans le premier, les molécules dominaient sont les phénols. Dans le deuxième, c'est un alcool qui dominait. Dans le troisième, il s'agissait d'un autre genre d'alcool, le géraniol. Dans le quatrième, le Haut-Languedoc, un alcool encore, le tujanol 4. Dans le cinquième cas, le terpinéol, qui est aussi un alcool. En Espagne, dans le sixième cas, la molécule aromatique dominante était un oxyde pour le parfum d'eucalyptus et un aldéhyde pour celui de la verveine citronnée. Les familles qui représentent deux ou plusieurs chémotypes sont les astéracées, les lamiacées, les myrtacées et les poacées. Les autres familles de plantes cultivées dans les biotypes différents donnent les mêmes essences, et donc des huiles essentielles pratiquement identiques, à condition que la différence d'environnement ne dépasse pas une certaine limite, d'après Pierre Franchomme. Il existe plusieurs méthodes d'extraction, dont l'expression à froid, l'extraction au gaz carbonique supercritique, la percolation ou hydrodiffusion, l'enfleurage, le gémage, la macération et ensuite la distillation. L'expression à froid ne concerne que les agrumes, les oranges, limes, citrons, pamplemousse, mandarines, tangerines, etc. L'essence de ces plantes est le zeste des fruits. On l'extrait en brisant mécaniquement les poches qui contiennent le zeste, l'essence. On obtient aussi directement l'essence et non l'huile essentielle. Deux faits sont très importants de ce procédé. Le premier est que l'on a accès directement à l'essence sans modification. La deuxième est que l'essence soit composée de deux parties. Une partie volatile, qui est la seule partie que l'on obtient avec l'huile essentielle, et une partie non volatile. Cette fraction non seulement rend l'essence plus facilement utilisable, mais protège la fraction volatile car elle contient des antioxydants. L'extraction au gaz carbonique supercritique est très coûteuse et a toujours besoin d'être décompressée et filtrée ensuite pour avoir l'huile essentielle. La percolation ou hydrodiffusion est une méthode qui a l'inconvénient d'entraîner avec la vapeur d'eau des substances non volatiles qui ne font pas partie de l'huile essentielle, sauf elle est à déconseiller pour usage thérapeutique. L'enfleurage, seulement avec les fleurs et ne concerne qu'une faible partie des huiles essentielles. Le gémage consiste à faire des incisions dans les arbres à aiguilles ou autres arbres à résine. La résine est ensuite séchée, mais il faut toujours passer la résine sèche à travers le procédé de distillation pour en extraire les huiles essentielles. La macération se fait dans de l'huile, toujours à déconseiller pour usage thérapeutique. La distillation est le procédé unique d'extraction des huiles essentielles de grade thérapeutique à l'aide d'un alambic et à la température d'ébullition de l'eau. Les essences ne se dénaturent pas à cause de leur point d'ébullition variant entre 150 et 240 degrés Celsius. La seule méthode qui obtient une huile essentielle pure et thérapeutique est la distillation. Le terme d'huile essentielle est d'ailleurs réservé aux résultats d'extraction par ce procédé uniquement. Elle consiste à entraîner la partie volatile des essences aromatiques avec de la vapeur d'eau dans un alambic. Selon une loi de la physique,
l'évaporation conjointe de deux substances non combinées, ici l'eau et l'essence, a lieu à la plus petite des deux températures d'ébullition de l'eau et de l'essence, qui varient, comme je disais, de 150 à 240 degrés Celsius. Il n'y a donc pas de risque que l'essence se dénature en entraînant en ébullition, puisqu'elle va être entraînée avec la vapeur d'eau à une température moindre. Le rendement de la distillation varie beaucoup d'une plante à l'autre. La distillation peut durer quelques heures jusqu'à 24 heures. Plus la distillation est de longue durée, plus le coût de l'huile essentielle sera élevé, ce qui explique que le prix d'une huile essentielle est variable d'une plante à l'autre. Si on l'exprime en kilogrammes de la plante pour 1 kg d'huile essentielle obtenue, il faut par exemple pour la mélisse à citronnelle de 4 000 à 12 000 kg d'herbe selon la variété. La rose de Damas prendra 4 000 kg de pétales de rose. L'hysope officinale, 400 kg d'herbe. La lavande vraie, 150 kg de sommité fleurie. Le lavandin, 50 kg. L'eucalyptus globulus, 30 kg de feuilles. Les clous de girofle, de 6 à 7 kg de boutons floraux. Il y a plusieurs critères avant qu'on puisse dire qu'une huile soit de qualité. Premièrement, il faut qu'elle soit naturelle et pure, qui veut dire non coupée, non rectifiée, non mélangée. Il faut qu'elle soit fournie en totalité, ni colorée ou décolorée. Elles doivent être embouteillées dans des flocons opaques de couleur à l'abri de la lumière. Doivent être conservées entre 5 et 25 degrés Celsius. Il faudrait avoir une date de péremption, surtout pour les citrus qui devraient être en dedans de 3 ans. L'étiquette devrait indiquer la partie de la plante qui est distillée et son chémotype si cette plante en comporte, et puis le dosage et comment l'utiliser. L'état physique des huiles essentielles se présente sous forme liquide à température ambiante, sauf le myrrhe et d'autres plantes de sa famille, dont l'huile est visqueuse, et le camphre, dont l'huile essentielle est cristallisée. Une baisse de température entraîne l'huile essentielle à se cristalliser partiellement ou totalement. Elles sont très volatiles, ce qui donne leur qualité odorante. Les molécules aromatiques comportent moins de 20 carbones dans leur squelette, ce qui en fait de très petites molécules. La stabilité des huiles essentielles dans l'air ambiante, dans des conditions normales de température et de pression, les huiles essentielles se dégradent lentement. En présence de l'oxygène et de l'ozone de l'air, elles s'oxydent. Elles s'hydrolysent, destruction d'une substance par l'eau, avec la vapeur d'eau, d'où l'importance de conditionnement à l'abri de l'air. La solubilité des huiles essentielles sont solubles dans l'alcool à titre élevé, en préparant des solutés alcooliques avec de l'alcool à 90%. Elles sont aussi solubles dans les huiles végétales grasses comme l'huile d'olive, l'huile d'amande douce et de noisette pour diluer les huiles agressives surtout, et aussi dans les solvants organiques comme l'éther, l'ester, les acides gras. Elles sont solubles dans l'eau, à peine solubles pour une faible fraction que l'on retrouve dans l'hydrolat. Cependant, les huiles essentielles ne sont pas des corps gras. Elles ne laissent pas d'auréole grasse sur le papier, par exemple. Pour la couleur, il y a une grande majorité des huiles essentielles sont incolores ou d'un jaune presque imperceptible. Cependant, il y a des huiles essentielles seulement sont colorées en rouge, comme la cannelle, la sarriette de montagne, les myrtes communes, le bleu dans la camomille et la tanésie annuelle, le vert dans l'absinthe, l'inul odorant, le nord de l'Himalaya et la bergamote. L'ultraviolet seulement visible sous lampe UV, par contre, dans la mandarine, l'angélique archangélique, le jaune dans la sauge sclari, l'épinette noire, et le orange enfin dans le thym saturioïde. La couleur reflétée par un corps correspond à la longueur d'onde non absorbée par ce corps, celle qui est réfléchie. En absorbant ainsi sélectivement l'énergie du spectre scolaire, les huiles colorées, avec la grande quantité d'énergie qu'elles ont emmagasinée dans la plante, créent un pont entre l'aromathérapie et la médecine des chakras. Pour les molécules actives, c'est ici que ça se complique un peu.
Pour valider l'action biologique des huiles essentielles, de nombreuses études de laboratoire ont été faites et ont montré la destruction in vitro d'agents pathogènes par les extraits actifs de ces huiles. Voir à ce sujet les études du docteur Daniel Penouil et du chercheur Pierre Franchomme. Cependant, ils ont aussi prouvé que l'activité de ces molécules est beaucoup plus importante quand on se sert des huiles intégrales chez un patient plutôt que de la molécule isolée. La raison principale étant que les autres composants biochimiques de l'huile essentielle agissent comme antagonistes des effets nocifs des molécules actives dont on recherche l'effet, ce que l'on ne retrouve pas dans les extraits chimiques des médicaments classiques. Si l'effet indésirable n'est pas supprimé, il est du moins tempéré. Les composants moléculaires des huiles essentielles sont toujours à l'étude et toutes les huiles essentielles n'ont pas été analysées. C'est pourquoi des effets spécifiques n'ont pas encore été répertoriés ni validés. Nous allons maintenant étudier la première catégorie, les alcools et les phénols, et voir ses propriétés générales, les activités spécifiques s'il y a lieu et ses effets indésirables. Ici, nous avons la catégorie des alcools et des phénols. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs sortes de substances ou de molécules vivantes ou actives dans les alcools et les phénols. J'ai cité quelques-unes des huiles essentielles qui ont cette catégorie-là, comme le linalol dans le bois de rose, le menthol dans la menthe poivrée, le bornéol, le romarin officiel, etc., etc. Mais la meilleure chose à faire, ça serait de peut-être prendre seulement juste une huile essentielle et de la décortiquer d'une façon à que ça soit un petit peu plus comprenable, parce qu'on pourrait être ici pendant des heures et des heures à parler des composants actifs. Donc, si on regarde les activités spécifiques des alcools et les phénols en général, d'habitude, ils sont hépatostimulants, ils sont vasoconstricteurs au niveau de la menthol. On va parler un petit peu plus de la menthol, mais un petit peu plus longtemps. Ils sont oestrogen-like, ils sont aussi cardiotoniques, ils sont régénérants hépatocellulaires. Les seuls effets, comme du côté des effets indésirables, on pourrait noter que les monophénols dans les alcools et les phénols, comme l'eugénol, le carbachol et le thymol et le chavicol, peuvent entraîner des brûlures de la peau et des muqueuses. C'est très important d'être éduqué au niveau des huiles essentielles, de savoir à ce qu'ils peuvent faire, activités spécifiques et aussi des effets indésirables. Si on prend par exemple la menthe poivrée, juste vous donner une idée, les principes aux molécules actives qu'il y a dedans la menthe poivrée, il y aurait les terpènes, les alcools, qui est le menthol, le cétone, qui est le menthone, les oxydes, il y a des esters, il y a des coumarines, il y a des composés sulfurés. Mais les propriétés de la menthe poivrée sont très anti-inflammatoires, intestinales et urinaires. Ils sont aussi antalgiques, ils sont analgésiantes, ils sont expectorantes, ils sont mucolytiques, ils sont anti-infectieuses pour les bactéries et les virus. Très, très. C'est pour ça que j'ai mis des plus. Fungicides, ils sont vermicides, ils sont toniques, surtout du niveau cardiotonique, puis hypertensif, tonique du système digestif, puis neurotonique. Ils sont équilibrantes, sont décongestionnantes, c'est au niveau de la prostatique, puis ils sont oestrogen-like. Ensuite, les indications, ça serait bon pour, comme disons, les insuffisances hépatiques, la dyspepsie, nausées, vomissements, mal de transport, migraine, céphalée, colite, cystite, prostatite, colique, néphrétique, les zoonoses, le sciatique, les prurites de l'urticaire et de l'eczéma, l'accouchement, infection ORL et otalgie, hypotension, troubles de la vue d'origine circulatoire, les chocs, le traumatisme. Fait que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'indications au niveau de la menthe poivrée. On pourrait prendre une autre huile essentielle, puis il y aurait possiblement les mêmes indications, les mêmes propriétés, mais d'une huile à l'autre, il y a toujours quelque chose qui va être mieux pour la personne ou pour le client ou pour le patient. Les contre-indications de la menthe poivrée, c'est qu'il faudrait peut-être pas donner ça à un bébé moins de 30 mois. Puis c'est surtout recommandé pour un usage externe. J'ai peut-être gardé le plus important pour la fin, mais
faudrait quand même prendre tout le contexte de la présentation comme étant très important. Beaucoup des gens s'aventurent avec les huiles essentielles sans même consulter ce qui est inscrit sur la bouteille. L'éducation à son sujet est très importante. Il ne devrait pas être utilisé à l'aveuglette. Il faut en premier lieu utiliser une huile de qualité. Pour qu'une huile essentielle reçoive le titre de grade thérapeutique, elle devrait passer 5 étapes de production sous un œil attentif et fiable. La semence parvient de graines dont les plantes ont été choisies parmi les meilleures et les nouvelles plantes doivent avoir le potentiel de produire des huiles essentielles de qualité pour être ensuite vérifiées par des spécialistes chevronnés. Le sol doit être sans additifs chimiques et les plantes ne doivent pas être arrosées de pesticides. La distillation doit suivre les normes, le testage doit être véridique et ensuite les huiles essentielles ne doivent pas être coupées ou mélangées à des solvants ou autres produits pour en brimer la garantie d'une huile pure. Ensuite, elles doivent être embouteillées dans une bouteille de verre fumé. Beaucoup de gens parlent de l'aromathérapie comme étant juste inhaler les huiles pour recevoir un sens de bien-être, mais il faut aussi considérer que les molécules d'huile passent les voies respiratoires pour se rendre dans le sang. Si cette huile essentielle est brimée, coupée ou mélangée à des solvants, il faut aussi considérer que ces solvants vont aussi parvenir à votre système sanguin et déjà la valeur thérapeutique ne vaut rien. Il ne faut pas oublier que l'aromathérapie est l'utilisation médicale des extraits aromatiques des plantes. Ceci ne devrait pas être considéré comme un hobby, et souvent les questions demandées ne sont souvent pas répondues proprement, qui reste le client avec possibilité ou possiblement la mauvaise huile essentielle ou la mauvaise façon de l'utiliser. Pour le thérapeute, il faut prendre les précautions suivantes avec les huiles essentielles. Vérifiez tout d'abord que la personne qui va prendre les huiles essentielles en supporte l'odeur, sinon il est certain qu'elle ne suivra pas le traitement. Savoir aussi que ce genre de thérapie coûte plus cher qu'un traitement allopathique, surtout avec des assurances en général. Le client doit être prêt à investir un peu de temps. Ne jamais injecter d'huile essentielle en intramusculaire ou en intraveineuse. Utilisez seulement des huiles essentielles pures à 100% et naturelles. Toujours vérifier si le client présente une allergie. Pour les huiles pour les huiles citriques et les huiles mélangées, surtout. En particulier, ne pas donner des huiles essentielles en aérosol en cas de terrain asthmatique. Ne pas oublier que les cétones et les lactones étant neurotoxiques, les huiles essentielles qui en contiennent ne doivent pas être conseillées aux enfants et aux femmes enceintes. Les phénols sont agressifs pour la peau et les muqueuses ainsi que les aldéhydes ou à un degré moindre. Tenir compte de l'effet cumulatif et diminuer les doses en traitement de longue durée. Ne pas se mettre au soleil après l'absorption d'huile essentielle photosensibilisante, ni après un massage avec ces huiles. En dessous de 30 mois, un bébé peut faire un spasme laryngé avec de l'huile de menthe poivrée. Pas d'application d'huile essentielle pure sur les muqueuses. Les femmes enceintes ne doivent pas prendre d'huile essentielle qui contiennent des cétones, sont toxiques pour le système nerveux selon la dose et le mode d'application. L'une des façons les plus relaxantes d'utiliser les huiles essentielles serait par inhalation ou par diffusion, où l'effet se ferait sur les voies respiratoires et sur le système en général, par diffusion dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires. L'application topique est une autre façon de le faire aussi qui est très facile, où l'huile essentielle aura une action directe sur la cible, située en regard du lieu de massage. Ça peut avoir une action analgésique, anti-inflammatoire, anti-hématome ou autre. En cas de doute, appliquez sur les pieds en réflexologie. La prochaine diapositive, on en parlera un petit peu plus. Comme supplément nutritionnel, par contre, l'utilisation interne des huiles essentielles nécessite des connaissances un petit peu plus approfondies, puis elle exige des garanties quant à la fabrication du produit, en particulier la distillation, mais sans oublier tous les autres contextes qui se rapportent à la plante en passant par la semence, les meilleures méthodes de croissance de la plante ou de la récolte, et si la compagnie qui embouteille est sérieuse dans le testage de ces huiles. Aussi, il faut mentionner qu'au Canada, Santé Bien-être n'encourage pas l'ingestion des huiles essentielles comme aux États-Unis. Alors, il faut suivre les normes de nos gouvernements, ce qui est très important. On peut les utiliser aussi au niveau de nos tâches ménagères en les utilisant pour le nettoyage.
Comme que j'expliquais tantôt à propos de la réflexologie, vous pouvez voir ici au niveau des pieds, il y a une place sur le pied qui représente chaque partie du corps. En massant la partie désirée avec l'huile désirée ou nécessaire, peut faire autant de bien comme aller puis masser directement où ce que c'est qu'est l'organe tel quel ou le mal tel quel. Je voulais aussi, en finissant, je voudrais vous mentionner un peu, j'ai choisi environ 5 à 6 huiles, puis j'aimerais passer à travers un petit peu, juste pour vous expliquer c'est quoi ce que chaque huile peut être bonne pour. Comme on peut commencer avec l'huile de citron. Si le citron, si on le prend tous les matins, ça détoxifie l'organisme. Mais elle est surtout utile dans les infections aiguës comme bactériennes, en prise orale et puis en diffusion atmosphérique, dans le diffuseur. Utilisée pour les piqûres d'insectes à cause de ses propriétés inflammatoires, puis elle aussi diminue les démangeaisons. On peut s'en servir aussi pour des inflammations articulaires en application cutanée. Puis on peut aussi les utiliser comme un antiseptique aérosol pour désinfecter l'atmosphère et pour le plaisir de humer son arôme. Très bonne senteur. Spécialement aussi quand vous faites cuire comme du poisson, vous pouvez le vaporiser ou le diffuser dans la maison, puis ça va enlever la senteur de poisson. Il y a aussi l'immortel que je voulais mentionner, très très bon pour éviter aux hématomes, les bleus, de se former si on l'applique tout de suite après un coup. C'est sa raison d'être dans la pharmacie familiale, franchement. De plus, son action est très rapide. Elle soulage efficacement les douleurs rhumatismales. Et 2 gouttes prises tous les jours règlent les problèmes hépatiques. La lavande est vraiment une huile que tu peux faire beaucoup de choses avec. J'ai mentionné ici peut-être que cette huile essentielle est a un spectre d'activité énorme. Tu peux l'avoir au niveau calmant, surtout chez les enfants. C'est pratiquement un panacée universel, guérit les plaies, les brûlures légères, en application répétée de faible dose, et elle a une action antalgique, analgésique. 2 gouttes sur la tête d'oreiller peut prévenir l'insomnie, et sur un coton dans les armoires, on peut enlever l'action des mythes. Ça peut enlever c'est vraiment anti-mythe. L'arbre à thé ou le Melaleuca alternifolia est très très bon au niveau des anti-infectieux majeurs à très large spectre. Son action sur les sphères ORL a contribué à sa réputation. C'est pourquoi on en fait des cultures intensives en Australie. On en met dans les produits d'hygiène et les cosmétiques. En particulier pour l'hygiène dentaire, une goutte additionnée d'une goutte de citron sur la brosse à dents fait blanchir les dents en plus de son action antiseptique. Après ça, tu fais suivre avec l'utilisation du dentifrice. On peut aussi l'utiliser dans la trousse familiale d'aromathérapie à cause de ses nombreuses indications et ses grandes tolérances. Elle était auparavant appelée gomilnol, juste pour savoir. Elle soulage les problèmes de peau, en particulier l'herpès buccal. Elle retarde les effets de vieillissement en mettant, par exemple, une goutte dans une crème de nuit. On s'en sert aussi pour les infections de voies aériennes supérieures et les varices. La menthe poivrée est une autre de mes favorites. Je l'utilise surtout pour les coups, les chocs, pour des capacités anesthésiantes et anti-inflammatoires en application locale. On peut s'en servir aussi en cas de migraine. On met quelques gouttes d'huile essentielle pure sur les tempes et sur le front, puis on obtient aussi un soulagement rapide. Il s'agit très très bon pour les mal de transport, quelques gouttes sur un morceau de sucre de canne et sur les ingestions quand ces troubles proviennent. Les ingestions très très bon pour le trouble de foie. Tu peux l'inhaler, elle libère les voies aériennes supérieures, elle calme aussi les douleurs dentaires. Une goutte dans un peu d'huile d'olive ou sur un morceau de sucre de canne rafraîchit la laine. Ça fait que plusieurs choses tu peux faire avec la menthe poivrée aussi. L'origan est un autre de mes favoris. C'est une huile essentielle à fort pouvoir anti-infectieux. Elle est donc recommandée en cas d'infection sévère. Pour une application cutanée, il faut la diluer dans une huile grasse car elle est très très irritante. C'est une huile qui peut brûler. C'est très très important peut-être de mélanger une goutte d'origan pour peut-être 4 gouttes d'huile végétale. Ensuite de ça, on va passer à la conclusion. Je vous remercie d'y avoir assisté. Je tiens aussi à vous faire part de mon livre sur les huiles essentielles intitulé « Aider votre corps à se régénérer par lui-même à l'aide d'huiles essentielles de grade thérapeutique ». C'est un manuel de référence, de recherche et de travail pour tous. Vous pouvez gribouiller, placer des petits collants ici et là pour vous aider à vous rappeler un endroit.
Je l'ai confectionné de façon à ce que vous puissiez y ajouter votre touche personnelle tout en apprenant. Il est pour moi d'ailleurs mon manuel d'apprentissage. J'ai choisi d'écrire ce livre pour mes amis francophones pour qu'ils puissent se référer sur les huiles essentielles et aussi documenter au fur et à mesure de leurs nouvelles découvertes. C'est une deuxième édition maintenant que j'ai en main. Bonne lecture là-dessus. Il est au coût de 50$, puis pour vous le procurer, vous pouvez me contacter. Il y a au-delà de 300 pages avec des photos de plantes en couleur. J'espère que la présentation a été éducatrice, puis je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère qu'on se reparlera plus tôt.